Amis auditeurs, amis téléspectateurs, bienvenue à cette édition du Dialogue avec. Nous sommes aujourd'hui mardi 9 avril, et nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui et de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre à travers YouTube, à travers Facebook, à travers aussi X ou Twitter, mais aussi à travers Instagram. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'affiche et dans les annonces, nous recevons Monsieur Béni Bobanga Wawa depuis Metz en France. Bonsoir à Monsieur Béni Bobanga. Bonsoir, mon père. Alors, heureux de vous recevoir aujourd'hui dans cette édition du Dialogue avec. C'est avec un grand plaisir que nos auditeurs ou téléspectateurs vont vous découvrir aujourd'hui. Vous allez nous parler de vous et puis nous allons aborder avec vous le thème que nous avons annoncé aussi, les tribus et la nation congolaise. Quand on parle de la nation congolaise, évidemment, c'est la République démocratique du Congo, puisqu'il y a deux Congos. Il y a le Congo Kinshasa, comme on dit, et aussi le Congo Brazzaville. Nous allons parler aujourd'hui, entre autres, de ce thème, donc les tribus et la nation congolaise avec vous. Mais d'abord, je vous donne le temps de vous présenter à nos spectateurs qui nous suivent, à tous ceux qui nous suivent, pour vous connaître un peu davantage. Présentez-vous d'abord le nom et votre pays d'origine et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'y répondre présent. C'est toujours un exercice difficile de parler de soi, mais je vais essayer de m'y mettre. Donc, moi, c'est Béni Bobanga Wawa. Je suis né en République démocratique du Congo, précisément à Kwamout. Kwamout qui est dans ce qui est devenu aujourd'hui le Mai-Ndombe. J'ai fait mes études primaires à Kinshasa, secondaire également au collège Notre-Dame d'Afrique et au collège Pierre Nengende, donc communément appelé Saint-Dominique. C'est là que j'ai eu mon diplôme d'État en humanité littéraire. J'ai poursuivi ensuite mes études en droit et sciences politiques à l'Université catholique du Congo, où j'ai fini en 2018. Et entre 2018 et 2020, je suis venu en France pour faire un master en droit public. Et depuis 2020, je suis doctorant en droit public, où je travaille sur une question en fait qui n'a rien à voir avec le thème que je vais aborder aujourd'hui, la part du droit dans la gestion du fait religieux en France. Et donc, voilà, ça c'est pour ce qui est de mon parcours, disons, scolaire, universitaire. Je fais de la poésie également. Je suis auteur de quelques 3 recueils de poésie. Alors, nous allons peut-être revenir à ça. Hein. C'est intéressant, comme vous dites, vous avez fait le droit à l'Université catholique du Congo, en République démocratique du Congo, et vous vous retrouvez maintenant en France, précisément à l'Université de Lorraine, à Metz. Et parlez-nous d'abord un peu de votre domaine, hein, puisque vous avez dit le thème d'aujourd'hui est différent de ce que vous êtes en train de faire, mais c'est quand même intéressant de parler de ce que vous faites comme étude. Et nous avons aussi, hein, nous aurons aujourd'hui une autre que peut-être vous connaissez, M. Mokarmel Maïnga. Je ne sais pas s'il est en train de nous attendre, il a des problèmes de son, mais il est là avec nous, on verra si il va réussir à nous joindre à un certain moment. Parlez-nous d'abord un peu de vos études. Il est en train de nous attendre, il a des problèmes de son, mais il est là avec nous, on verra si... Vous m'entendez? Allez-y, monsieur. Oui, alors, par rapport aux études, moi j'ai fait, comme je disais, un master en droit public à l'Université de Lorraine. J'ai fait la première année à Metz, la deuxième année à Nancy, donc je suis diplômé de la fac de droit de Nancy en réalité. Alors le droit public, c'est un peu voilà tout ce qui étudie les règles d'organisation de l'État, voilà l'administration, le droit constitutionnel, le droit administratif, etc. Et moi, je suis attiré par ça parce que je pense qu'il faut
qu'il y ait des gens, surtout dans nos pays d'Afrique, qui puissent réfléchir en fait, sur ces questions-là, qui sont souvent considérées malheureusement à tort comme des acquis. Il n'y a pas vraiment une volonté de réfléchir sur une organisation propre et originale de la société. Donc, c'était un moyen pour moi d'acquérir les outils nécessaires pour forger une telle analyse. Alors, pour ce qui est de ma thèse, donc je disais, c'est la part du droit dans la gestion du fait religieux en France. Vous êtes peut-être au courant qu'en France, on parle beaucoup de laïcité. Le débat s'est amplifié avec la problématique du terrorisme. On a sûrement entendu parler du port du voile, des questions comme ça. Mon analyse à moi. Mais justement, M. Boubanga, c'est quand même des points importants hein, avant d'aborder notre thème. Nous avons suffisamment de temps. Est-ce que vous pouvez un peu développer un peu plus pourquoi ça vous a intéressé hein, d'étudier, disons, les droits en rapport avec, disons, la religion en France, alors que vous avez aussi votre pays, la République démocratique du Congo. Vous pourriez aussi vous baser, disons, baser vos recherches, vos études sur le cas de votre pays, la République démocratique du Congo. Oui, j'en suis bien conscient. Alors, la France, c'est un terrain assez intéressant en matière de jonction des règles juridiques et du fait religieux, dans la mesure où, du point de vue de l'histoire de ce pays, les relations entre d'abord l'Église catholique en particulier, mais en général le fait religieux et l'État ont été de manière à ce que ça donne un résultat qui intéresse l'analyse. Alors moi, je me fonde sur le droit, en tout cas le droit au sens des règles, comment le droit intervient sur ce terrain, comment le droit arrive soit à se défaire de l'histoire, des passions, des idéologies, des élans politiques, soit à subir les influences de tous ces facteurs, voire acteurs, quand il s'agit de réguler le fait religieux. Il est assez étonnant de voir, par exemple, que le voile ou l'abaya tout récemment pose problème en France, alors que chez les voisins allemands, il n'en est rien. Quand on voit par exemple aussi au Canada, bon, eux, ils sont pas voisins, mais c'est presque les mêmes systèmes, on se rend compte que ce problème-là se pose de manière plus particulière en France, du fait de son histoire qui est tout aussi particulière avec la religion. Et donc, moi, mon analyse, vraiment, c'est l'autonomie du droit, des règles de droit, dans la manière d'encadrer ce phénomène qui, de manière intrinsèque, historique, est sujet à des conflits et à des problèmes. Donc, ça me donne quand même une vue générale sur la manière dont le droit intervient sur un fait social. Là, du coup, c'est un fait social particulier, mais aussi la manière dont le droit intervient pour créer et mettre en œuvre une politique publique. Voilà. Oui, oui. Alors une question de curiosité, quand on fait quand même les études, on doit tenir compte de son pays d'origine. Ça signifie que quand vous allez, j'espère, rentrer dans votre pays, la République démocratique du Congo, est-ce que votre thèse ou vos recherches vont-elles aider dans l'application, disons, dans votre pays aussi, puisque les rapports entre l'Église et l'État en République démocratique du Congo, c'est quand même différent. Ma question revient un peu, hein, l'opportunité d'avoir choisi ce sujet. Est-ce qu'on vous l'a imposé ou vous l'avez choisi? Non, 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 c'était un choix. Alors oui, c'est toujours la question qu'on me pose. C'est vrai que... Oui, elle est pertinente, la question. Hein. Oui, bien sûr. C'est vrai que les relations ne sont pas du tout les mêmes, mais il faut reconnaître qu'il existe quand même une place de plus en plus importante des religions dans la manière de gérer les affaires de l'État. La religion, que ce soit catholique, protestante, etc., il y a même une plateforme des confessions religieuses qui est assez active
et qui intervient de manière assez active dans les affaires publiques. D'une part. D'autre part, la Constitution congolaise proclame le principe de laïcité, même si la compréhension de ce principe ainsi que son application ne sont pas les mêmes. Mais il est intéressant quand même d'y réfléchir parce que rien n'est exclu que dans les années qui viennent, la question se pose. Alors, on a un peuple assez croyant, on a un peuple qui n'a pas beaucoup de problèmes avec le fait religieux, mais rien n'exclut qu'à l'avenir, il se pose un vrai problème. Donc ça, c'est pour ce qui constitue... Là c'est une projection que vous faites déjà, ou bien vous pensez que ça, on va arriver à ça? Il n'y a pas une différence quand même? Quand je pose cette question, si je pose cette question, c'est puisqu'il y a quand même plusieurs modèles de rapport entre l'Église et l'État, même en Europe. Hein. Quand on prend l'exemple d'Italie, par exemple, c'est très différent les rapports entre l'Église et l'État. Pourquoi avoir choisi seulement? Je reviens un peu à cette question. C'est quand même une curiosité, peut-être que même ceux et celles qui nous suivent peuvent se poser la même question, en fait. Oui, non, mais justement, c'est ce que je vous disais, c'est que la France est assez intéressant parce que la question se pose d'une manière particulière et elle pousse une forme de réflexion, en fait, qui n'aurait pas été possible si le champ d'études ou le champ de recherche avait été le Congo ou un autre pays où la question se pose autrement. Mais de manière beaucoup plus matérielle, substantielle, c'est que c'est une réflexion qui, quand même, au final, fournit des éléments d'analyse sur la manière dont on peut joindre le droit qui est émanation de l'État, les règles juridiques qui sont émanation de l'État, et un phénomène social qui se pose ou qui s'impose d'une manière beaucoup plus particulière et qui est susceptible de créer des conflits. Donc, comment on arrive à faire en sorte que le droit puisse réguler un tel phénomène ou un tel fait social? Donc, je parle aujourd'hui du fait religieux, mais demain, ça pourrait être un autre fait qui comporterait les mêmes caractéristiques, les mêmes enjeux et les mêmes implications que le fait religieux. Donc, c'est vraiment d'un point de vue méthodologique également, ça fournit des éléments de réflexion si jamais on se retrouvait devant une situation pareille. Voilà, mais merci beaucoup. On va tenter un peu de voir si notre ami Mokarmel Maïnga est en train de nous attendre maintenant. Monsieur Mokarmel Maïnga, est-ce que vous nous attendez? Vous nous attendez maintenant, monsieur Maïnga? Vous nous attendez? On dirait qu'il a toujours le même problème hein, de son. Il n'arrive pas à nous attendre. Et on le voit, mais ça ne passe pas. Bon, peu importe, nous allons continuer notre dialogue. Alors, monsieur Béni Bobanga, avant d'aborder notre sujet, hein, notre thème qui vous intéresse, donc les tribus et la nation congolaise, je crois que ceux qui nous suivent seront aussi intéressés à vous écouter. Je reviens un peu sur votre amour de la littérature. Vous avez publié 2 recueils de poèmes. Vous pouvez un peu nous en parler d'abord avant qu'on entre dans le vif du sujet. D'accord, oui. Moi, je me souviens que quand j'étais en 3e année primaire, quand j'ai commencé à étudier des textes, j'ai pris un cahier où j'écrivais, j'inventais des textes et je montrais à mon enseignant. À cette époque, je lui disais que je voulais devenir écrivain. Après, j'ai été, pendant les années qui ont suivi, déconnecté un peu de cette envie, mais cette envie est revenue quand j'ai commencé mes humanités littéraires et je me suis mis à l'écriture. J'écrivais des textes que je n'avais pas encore la possibilité de publier parce que justement, j'avais pas l'information. Mais voilà, donc une fois que cela a été possible, donc je m'y suis mis.
J'ai donc publié un premier recueil de poésie qui s'intitule Rayons de soleil et qui rassemble mes textes. En tout cas, il y a des textes qui datent de 2015 et qui se trouvent dans ces recueils. Mes textes de poésie, donc avec Rayons de soleil. Ensuite, j'ai publié Le Pèlerin, parce que je me retrouvais en France et je pensais à ma vie. Je me suis rendu compte que j'ai fait un pèlerinage d'une certaine manière. J'ai quitté mon Kwamut natal, puis je suis allé à Bagata, puis je suis allé à Kinshasa et je me retrouve en Lorraine, à Metz. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à la vie comme un pèlerinage sans cesse. Et donc, j'ai rassemblé un ensemble de textes qui abordent cette thématique de pèlerinage. Ensuite, je me suis aventuré à écrire des contes. Donc, j'ai publié un recueil des contes qui s'intitule L'ombre qui marche. Ça a été inspiré par un frère à moi qui a écrit une chanson L'ombre qui marche, mais aussi par la métaphore qui peut se cacher derrière l'ombre. L'ombre, on sait, l'ombre naît de la lumière et de l'obscurité en même temps. Il n'y a pas d'ombre quand il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas d'ombre quand il n'y a pas de lumière. L'ombre est là, mais parfois on passe à côté. Et donc je mets en scène un vieux sage qui en réalité est une ombre, qui raconte des histoires qui abordent plusieurs thématiques, environnementales, sociales, politiques, etc. Et donc là, le dernier est en cours de publication, c'est Chant de l'ombre. Donc je suis finalement fasciné par la métaphore de l'ombre. Cette fois-ci, un recueil de poésie, Chant de l'ombre. Chant de l'ombre permet voilà, de parler, de faire chanter l'ombre, en fait, avec des textes de poésie qui sera très bientôt publié. Alors moi, j'ai déjà mon exemplaire auteur, mais la publication n'est pas encore officielle, donc elle arrivera. J'ai choisi, je ne sais pas si j'ai choisi la poésie, je pense que ça a plutôt été l'inverse. C'est la poésie qui m'a choisi et j'aime bien ce langage qui me permet un peu de me déconnecter de la rigidité juridique ou scientifique, de la rigueur et de toutes les Mais là, vous voulez dire que la littérature, il n'y a pas de rigueur? Ah si, bien sûr, mais la littérature laisse place à énormément d'imagination et de spontanéité, alors que la science, voilà, la science, il faut citer, il faut pas raconter n'importe quoi. Mais moi, en tant que poète, je peux rêver, voilà, je peux m'évader, et ça me fait beaucoup de bien. Alors, vous voyez déjà un petit commentaire qui vient de Judith Moukwenema, hein, poète du soleil levant, and peak waving. Alors, revenons un peu à ce que vous avez dit, hein, par curiosité. Vous avez parlé de pèlerin. C'est un peu une sorte, comme dans la littérature africaine que nous avons lue. Un nègre à Paris, ça vous dit quelque chose? C'est un peu cette nostalgie-là qui vous est arrivée, hein, de parler de pèlerin, puisque bon, le pèlerin, on peut prendre ça dans le sens religieux, mais c'est cette nostalgie-là, de pèlerin. Ah oui, il y a un peu de ça, mais ce n'est pas que ça, parce que il ne s'agissait pas que de mon histoire à moi, parce qu'entre-temps, j'ai perdu aussi des êtres chers, notamment mon grand-père. Et donc, je me revoyais avec lui, je revoyais sa vie qu'il me racontait et sa vie qui prenait fin. Donc voilà, c'est ça aussi, moi, l'étudiant noir, un peu comme Kukumbo, qui se retrouve, voilà, Voilà. je me retrouve ici. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un sens un peu, disons, spirituel, entre guillemets, du pèlerinage, donc voilà, qui part de la vie à la mort, etc. Ouais. Alors, si vous devriez choisir, hein, puisque ce sont quand même
toujours les sciences, hein, la littérature, le droit. Et si vous devriez choisir à la fin quelle échelle de valeur ou quelle hiérarchie donneriez-vous, hein, aux deux, évidemment, puisque vous faites déjà une thèse en droit, on pourra dire que vous préférez le droit à la littérature, c'est ça? Personnellement, je pense que ce serait un choix difficile à faire parce que j'aime les deux domaines, mais je ne les considère pas de la même manière. Pour faire rire les amis, je leur dis que je gagnerai ma vie en tant que juriste, mais je la vivrai en tant que poète. Donc, je publie et j'écris, c'est pas à titre professionnel, mais c'est voilà, c'est pour m'exprimer, exprimer ce talent que j'ai de poète. Mais quand je fais le droit, c'est vraiment dans une perspective beaucoup plus professionnelle et aussi parce que j'ai envie d'apporter quelque chose dans la construction de la nation, de l'État et dans l'avènement de la justice dans mon pays. En tout cas, ce n'est vraiment pas du même ordre, donc le choix serait très difficile pour moi. Alors sans vous couper, quand vous parlez de droit, c'est pour enseigner ou bien pour entrer dans le barreau ou dans la magistrature, en fait? Alors, heureusement que les deux ne sont pas incompatibles. C'est compatible, oui, oui. Mon projet principal, c'est l'enseignement universitaire et grâce à Dieu, je le fais déjà un peu parce que je suis depuis 3 ans chargé d'enseignement en droit international public pour les 3e années de licence et en droit constitutionnel pour les premières années d'administration, économie et sociale. Donc ça, c'est vraiment le projet principal. Je dis aux gens que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon pays pour venir faire une thèse ici. Alors, je ne vous coupe pas, hein, juste un petit mot, hein, puisqu'on doit tenir aussi compte de ceux qui nous suivent, hein, le téléspectateur et aussi, disons, à travers nos différents réseaux. Vous connaissez le père Fabio? Merci Béni. Hein, oui. J'ai mangé avec lui hier, d'ailleurs. Et voilà. Alors, nous sommes encore ensemble et nous allons essayer de voir notre ami Mokarmel Maïnga. J'espère que cette fois-ci nous attend un peu, même si sa position n'est pas encore bonne. Il devait être en position horizontale et j'espère qu'il va réussir à le faire, une bonne position horizontale, puisqu'il est déjà habitué et on va lui demander de se débrouiller pour ça. Alors, vous nous attendez maintenant, monsieur Karmel Maïnga? Et bonsoir Père, bonsoir Béni, bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. Toutes nos esquisses pour ces désagréments techniques. Maintenant, là, je vous saisis très bien et par rapport à la position, il m'est difficile de déverrouiller comme nous le faisions d'habitude. Alors, peu importe, prochainement, on va faire encore un peu beaucoup d'essais techniques, hein, puisque vous êtes déjà passé, on ne comprend pas pourquoi vous avez des difficultés pour des problèmes techniques. On va essayer de résoudre ça prochainement. Alors, nous revenons à vous, monsieur Maïnga. Dans quelques instants, hein, nous allons revenir à vous. Il est temps encore d'enchaîner avec notre invité, M. Béni Bobanga Wawa. Alors, M. Béni, vous faites le droit, vous vous intéressez à la littérature, mais aujourd'hui, vous avez dit dès le départ que le thème que vous avez proposé pour échanger avec nous, avec les téléspectateurs aussi, et les gens qui suivent cette émission, c'est les tribus et la nation congolaise. Alors, juste un peu pour argumenter sur le choix de ce thème, qu'est-ce qui vous a poussé, par exemple, à proposer ce thème pour le débat aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a une double nature de raisons. La première, le premier ordre, c'est d'ordre personnel. Je vous ai dit que j'ai fait le droit, surtout le droit public, pour moi réfléchir à des questions d'organisation de la société, comment organiser notre vie commune. Pour des raisons objectives, c'est que bon, avec les élections qui se sont déroulées il n'y a pas longtemps dans notre pays, on a pu malheureusement assister à, comment dire, une montée des velléités entre guillemets tribalistes, pour ne pas dire la haine tribale, au point que l'unité nationale, si tant
si tant qu'elle existe, a été d'une certaine manière mise à l'épreuve. Alors, je comprends, c'est ce qui a poussé de proposer ce thème, mais alors pourquoi n'avoir pas parlé plutôt de tribalisme et la nation congolaise, puisque les tribus et la nation congolaise, bon, c'est un peu quelque chose de différent. Alors, nous allons revenir à ça, à moins que vous puissiez d'abord répondre à cette oui, je peux. terminologie, disons. Les Oui, tribus oui, et la bien nation congolaise, est-ce que ce n'était pas mieux de parler de tribalisme et de la nation congolaise? Bon, avant de commencer, hein, puisqu'on n'est pas encore... Oui, bien sûr. Oui, parce que justement, le tribalisme, c'est un concept avec lequel je ne suis pas ami, entre guillemets, parce que c'est un concept qui cache une réalité beaucoup plus profonde que ça. Si ça ne tenait qu'à moi, c'est un concept qu'on ne devrait plus utiliser parce que ça occulte la vraie réalité. Je pense que j'aurai l'occasion de développer ça au fond. Donc, c'était vraiment, même tribu en réalité, mais j'ai choisi le moindre mal. Ok, merci beaucoup. On va revenir à vous le temps, malgré ces problèmes techniques, et nous allons maintenant prendre un peu notre ami Mo Carmel, qui fait aussi le droit comme vous. J'espère que vous vous connaissez très bien d'ailleurs. C'est lui qui vous a proposé pour participer à l'émission. Il va nous parler aujourd'hui aussi de quelque chose de droit, puisqu'il fait partie des gens qui s'occupe de la rubrique juridique dans Dialogue avec. Il va nous parler aujourd'hui de l'anniversaire de la Cour constitutionnelle, donc de votre pays, la République démocratique du Congo. Alors, on écoute d'abord la rubrique juridique avant de revenir à vous, Monsieur Béni Bobanga Wawa. Alors, Monsieur Maïnga, parlez-nous un peu de l'anniversaire aujourd'hui dans le cadre de la rubrique juridique de l'anniversaire donc de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. On vous écoute. Merci Père pour la parole. Dans la rubrique juridique, nous avons jugé bon de discuter, parler de la question de l'anniversaire de la Cour constitutionnelle qui a totalisé ses 9 ans le 5 avril dernier. Et comme nous le savons, depuis l'avènement de la Constitution du 18 février 2006, la Cour constitutionnelle a été installée effectivement en 2004. Voilà. Non. Avec ses 5 membres, avec ses 9 membres, renouvelables par tierce tous les 3 ans. Alors, on a encore des petits soucis là, hein? Vous disparaissez régulièrement là. Je ne sais pas ce qui arrive. Alors, M. Maïnga a toujours de petits soucis techniques, malheureusement. Alors, nous revenons à vous, M. Béni Bobanga Wawa. J'espère que vous aussi, vous n'aurez pas de problèmes techniques. Hein. Nous sommes quand même, vous êtes en France et on ne devait pas avoir de problèmes techniques, surtout de connexion. Là, et malheureusement, M. Mocarmel a décidé problème déjà, ça date déjà de quelques temps. Il n'arrive plus à bien participer à l'émission à cause de problèmes techniques qu'il devrait résoudre. Alors, revenons d'abord à vous. Hein, introduisons maintenant le thème, hein, les tribus et la nation congolaise. C'est un peu de développer, comme ça les gens qui nous suivent peuvent aussi intervenir et donner leur point de vue. Merci beaucoup. Donc, c'est vraiment de manière simple. C'est parti d'un constat assez récurrent où la tribu est présentée comme ennemie à la construction nationale. Beaucoup de personnes soutiennent que pour pouvoir avoir une nation congolaise en bonne et due forme, il faut supprimer les tribus. Et c'est interpellant parce que la tribu, en réalité, comme je disais, le concept cache une réalité qui est beaucoup plus profonde que ça. Lorsqu'on parle de tribu, on réduit un peu le phénomène. Et plusieurs chercheurs, comme le professeur Moïla Chiembe, reconnaissent en réalité que les peuples de l'ancienne Afrique ne sont pas des tribus. C'est des véritables nations et on utilise justement le concept de nation précoloniale pour les désigner. Et donc, une fois qu'on aura compris qu'en réalité, ce qu'on appelle tribu ou ethnie, c'est des véritables nations, ça pousse à réfléchir sur leur rapport dans la construction de cette
nation, grande nation commune que l'on veut avoir ensemble. Parce que du fait de la colonisation, surtout du fait des frontières de la conférence de Berlin, nous nous sommes retrouvés avec deux situations. D'une part, des nations qui ont été éparpillées sur le territoire de plusieurs États, et d'autre part, plusieurs nations qui ont été contraintes de vivre ensemble sur le territoire d'un seul et même État. On parle aujourd'hui des multinations et le Congo en est une. Le Congo est un État multinational dans la mesure où sur son territoire vivent ensemble ou doivent vivre ensemble plusieurs nations précoloniales, donc plusieurs, ce qu'on appelle aujourd'hui tribus et ethnies. Et la réflexion, je ne suis pas la seule d'ailleurs à la mener, beaucoup d'amis mènent la même réflexion que moi. La réflexion est celle de savoir comment faire en sorte que les tribus, au lieu de constituer un frein, puissent plutôt contribuer à la construction de la nation congolaise. Donc, c'est vraiment le point de départ de cette réflexion et qui nous paraît très, très intéressante parce que de toute façon, essayer d'étouffer ou de supprimer ou de tuer ce phénomène tribal qui en fait est beaucoup plus profond, c'est une entreprise qui est vouée à l'époque. Même la France qui, pour des raisons voilà, nationales, a voulu supprimer les langues. On a construit la nation française avec une certaine violence vis-à-vis des tribus, des langues locales, etc. On connaît aujourd'hui une forme de résurgence de ce phénomène-là. Quand on est chez nous en Lorraine, on va plus loin en Alsace, où on descend au sud, on se rend compte que c'est pas du tout la même mentalité. Quand on va chez les Bretons, on se rend compte que ce n'est pas du tout la même mentalité que les gens du Nord, etc. Donc, on voit quand même que malgré l'effort de construire quelque chose d'unique, d'identique et de commun au détriment des particularités, ces particularités refont surface. Alors, nous autres pays africains issus ou créés par la colonisation, nous avons commis malheureusement l'erreur de considérer le phénomène national et le phénomène étatique comme étant des héritages, comme étant des acquis, donc des choses qui existaient déjà et on n'a pas remis en cause cette manière de faire au point de penser, au point d'avoir une réflexion propre et originale sur ces questions. Et donc, Monsieur Boubanga, partons un peu de l'étymologie des mots, puisque quand vous parlez des nations, vous voulez dire par exemple que avant la colonisation, il y avait des petites nations qui étaient plutôt des nations tribales, si je comprends bien, pour ne pas nous perdre, puisque vous avez dit qu'on a mis ensemble plusieurs nations avec la conférence de Berlin, quand on a rassemblé, quand on a divisé l'Afrique en mettant ensemble plusieurs nations à la fois. Là, c'est un peu en partant de l'étymologie même du mot nation. Comment est-ce que vous pouvez définir dans ce sens-là, qu'entendez-vous par nation? Alors, moi, quand j'ai étudié la question, et je pense que tous les étudiants de droit, quand ils apprennent en droit constitutionnel la nation, ils la définissent selon les conceptions françaises et allemandes. Voilà, ça c'est déjà révélateur du fait que nous-mêmes n'avons pas une réflexion propre sur la nation. Les Français et les Allemands définissent la nation sur base des plusieurs critères. On retient de tous ces critères, le plus pertinent, c'est la volonté de vivre ensemble. Le vouloir vivre ensemble fonde la nation. Et lorsqu'on analyse, on applique ce même critère chez nous en Afrique, on se rend compte que ça se vérifie davantage au sein de nos tribus et ethnies qu'au sein de l'ensemble global de l'État. Donc, Monsieur Boubanga, là, quand même, il y a beaucoup plus d'interrogations de ma part quand vous parlez de ça. Alors, comment je vois, par exemple, les Congolais réagir quand il y a
conflits, ou bien quand il y a des menaces et des balkanisations, ils veulent plutôt rester unifiés. Ce n'est pas l'amour, une façon de se Ah, réclamer ah, d'une nation, ça, par exemple. ah, si, justement, il y a un ami qui m'a un jour dit, justement, puisqu'on discutait sur la question, j'ai lui exprimé ma peur par rapport à ça. Cet ami m'a dit que le Congo restera uni tant que les ethnies et les tribus sur son territoire s'identifieront à lui. Et donc, présenter la tribu et l'ethnie comme éléments de construction de la nation. Alors, quand l'Occident parle de la théorie de l'invention de l'État, on parle du contrat social qui est en fait un contrat entre plusieurs individus qui individuellement se présentent, se mettent d'accord pour fonder la nation. Mais nous, en tant que Bantous, nous sommes des êtres communautaires. Donc le rendez-vous national pour nous, ce n'est pas un rendez-vous de plusieurs individus, mais de plusieurs communautés. Et ces communautés, justement, ce sont nos tribus, ce sont nos ethnies qui se donnent rendez-vous ou qui devraient se donner rendez-vous pour créer ensemble une nation. Et donc, quand je dis que le sentiment national se vérifie davantage au sein de nos tribus et de nos ethnies qu'au sein de l'ensemble global, c'est-à-dire que nous nous identifions. Pour nous, la terre de nos ancêtres, ce n'est pas une abstraction. La terre de nos ancêtres, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose d'immédiat. C'est la terre sur laquelle on cultive, c'est la terre sur laquelle vit la famille, c'est la terre du village. Dans ce sens-là, on identifie seulement la nation avec, disons, selon cette définition, la nation avec la tribu. Ah oui, c'est pour ça que je vous ai dit que ce qu'on Et les appelle... gens qui ne vivent pas dans la terre de leurs ancêtres, les gens qui vivent dans des villes différentes de la terre de leurs ancêtres. Ils y sont reliés d'une certaine manière, en fait. C'est pas la présence géographique qui fait l'attachement. Il y a l'attachement, il est historique, il peut être Alors, dans ce sens-là, ça c'est l'ensemble des questions. Maintenant, quand vous parlez de ça, même nulle part alors, on parlera d'une nation, puisque même vous avez donné le cas de la France, là où vous vivez. Donc, les Bretons, ce n'est pas la même chose que les gens, les Alsaciens, et ainsi de suite. Alors, dans ce sens-là, la notion même des nations pose déjà problème, hein, monsieur Bobanga. Alors, ils ont procédé à une construction, je vous ai dit, ils ont procédé à une construction qui a été assez virulente vis-à-vis de ces particularismes. Alors, que ce soit bien ou pas, bon, on voit quand même une résurgence de ces particularismes. Mais moi, je pose la question de savoir comment nous autres, nous pouvons nous en prendre pour arriver à construire la nation, parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou pas, la tribu, elle est là, elle est présente. Et qu'est-ce qu'on en fait? Soit on accepte que c'est un frein à la construction nationale et qu'on se met à la détruire, entreprise selon moi vouée à l'échec, soit on s'en sert, on s'en inspire pour construire une véritable nation. Et c'est ce que moi j'appelle une véritable palabre interethnique. Faire se dialoguer. Là, selon vous, quand on parle de la nation congolaise, c'est donc une nation des nations, hein, c'est ça un peu? Oui, la nation congolaise ne peut pas être envisagée comme un ensemble d'individus. Donc, Non, ce n'est la pas nation homogène, mais c'est congolaise, plutôt hétérogène. voilà, c'est un ensemble de toutes ces tribus qui Alors, sont... bon, là, la définition devient un peu difficile. Nous allons, tout en dialoguant, évidemment, tout en dialoguant, nous allons aussi faire attention à ce que nos téléspectateurs ou spectateurs nous sont en train de se poser comme question. Hein, il y a Monsieur Remedy, nous allons lire ensemble ce qu'il a écrit. Renédi, pardon. Renédi, je crois que, voilà, je pense que c'est Monsieur. René Kengamu, nous allons lire ensemble ce qu'il a écrit. Ne pensez-vous pas que le fait de reconnaître des nations pourrait être catalyseur de division? N'y aurait-il pas un risque de manipulation de la théorie État-nation pour justifier des sécessions? Voilà, une bonne question, hein, de René Kengamu. Qu'en dites-vous?
Alors, je pense que l'État-nation échoue, la théorie en tout cas de l'État-nation échoue dans son application, dans sa mise en œuvre en Afrique, parce qu'elle ne s'adapte pas. L'État-nation a ce qu'on appelle le principe des nationalités. C'est un principe qui veut qu'il y ait correspondance entre un État et une nation. Donc, à chaque État correspond une nation. Pourtant, la réalité, elle est autre en Afrique. En Afrique, on n'a pas cette correspondance entre État et nation. On retrouve dans un, comme je l'ai dit, des États multinationaux, on retrouve dans un même État plusieurs nations où on retrouve une nation éparpillée sur le territoire de plusieurs États. Et donc, justement... Mais vous pensez qu'en France, ce n'est pas la même chose, par exemple? Moi, je suis en Italie, hein, les Napolitains, ils ont leur fierté, évidemment, hein, des gens de Naples, ou bien les gens de Vénétie, ils ont leur fierté. Les gens de Florence, c'est la même chose, mais d'une certaine manière, ils se considèrent aussi membres de la nation italienne. C'est là où je ne vous comprends pas encore très bien. Oui, mais justement, parce que c'est le fruit d'une construction en réalité. Et c'est ce que chez nous, là, cette construction est impossible, par exemple, ou bien Ah, il y a moyen elle est possible, mais elle n'est pas, elle est possible, justement, voilà pourquoi j'en parle. Elle est possible, mais elle n'est pas pensée jusqu'à présent. Elle n'est pas pensée dans le sens que qu'est-ce qui prédomine, l'aspect tribal ou bien l'aspect national, disons la grande nation congolaise, par exemple? Bah, déjà, premièrement, c'est parce qu'on veut copier le modèle des autres sans prendre en compte nos aspects propres et particuliers. Et deuxièmement, Quels sont ces aspects-là? Je m'excuse un peu de vous bombarder des questions, puisque je crois bah, qu'il y a ceux qui nous ces suivent aspects-là qui vont sont poser des questions. notamment le fait que nous sommes des êtres communautaires. Nous nous identifions quand vous voyez mon nom. Mon nom me ramène à un groupe. C'est que la nation chez nous ne peut pas se construire avec un ensemble d'individus pris isolément les uns à côté des autres, mais avec des communautés. Et ces communautés aujourd'hui, ce sont nos tribus, ce sont nos ethnies. Et moi, je suis toujours mal à l'aise quand on met en opposition en fait ces deux entités, alors que les tribus et les nations peuvent nous fournir les tribus et les ethnies peuvent nous fournir des éléments très intéressants pour construire la nation congolaise que l'on souhaite et que l'on désire. Alors, quelles sont les conditions pour arriver à ce que vous souhaitez là? Alors, y réfléchir, comme on le fait, comme je vous ai dit, je le fais avec beaucoup d'autres personnes. J'en vois qui commentent d'ailleurs, notamment Jordi. Deuxièmement, c'est qu'il faut arriver à vouloir mettre en place des règles qui prennent en compte nos réalités et qui associent les personnes qui ont une certaine connaissance de ces réalités. Donc, reconnaître qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à créer une nation en appliquant la théorie de l'État-nation, mais essayer de faire en sorte que nos tribus soient des bases de réflexion, nous fournissent des éléments de réflexion pour la construction d'une véritable nation congolaise. Essayer d'organiser un véritable dialogue entre tous ces différents groupes dont le rôle est très très important, entre tous ces différents groupes, pour essayer de construire un vivre ensemble qui nous correspond. Alors voilà, nous allons arriver, puisque là, il faut être plus concret. Alors, il y a d'abord déjà Monsieur Clerbeau Mazebo qui dit excellente présentation. Merci beaucoup, Monsieur Clerbeau. Mais il y a des questions, et puis moi, je vais revenir à vous. Il y a Monsieur Jordi Vitou. Il faudrait peut-être distinguer la notion d'État de celle de la nation. Juridiquement, leurs attributs sont distincts. Alors là, ça vous concerne. Peut-être aussi M. Jordi est juriste. Qu'en dites-vous? Ah oui, justement, l'État et la nation, c'est pas la même chose. Quand on parle de l'État, on est plutôt dans l'organisation juridique de ce vivre ensemble, dans l'organisation juridique de cette communauté où il y a un gouvernement,
où il y a une population, où il y a un territoire organisé plus ou moins juridiquement. Mais la nation, entre guillemets, c'est, pour utiliser un langage un peu spirituel, la nation, c'est l'âme de l'État. Ça va au-delà d'une simple organisation juridique. C'est ce qui même inspire cette organisation juridique. Alors, nous avons l'État avec ses difficultés parce que nous avons un territoire, nous avons une population que nous essayons tant bien que mal d'organiser avec des règles de droit, mais nous avons du mal en fait à mettre en place une nation qui corresponde. Alors, M. Bobang, quand vous parlez de nous avons du mal là, qu'est-ce que vous pointez? Ah oui, nous tous, hein, en premier lieu les universitaires, parce que quand on étudie la nation... Un universitaire n'est là que pour réfléchir, mais concrètement, qui doit faire ce travail-là? Ah oui, la réflexion des universitaires inspire le travail concret des politiques. Partout ailleurs, l'État est une idée d'abord. Hein. L'État, la nation, c'est d'abord des constructions intellectuelles qui ont ensuite été reprises par des acteurs politiques de terrain qui ont pu mettre en place quelque chose. Mais avant tout, ce sont des idées, ce sont des constructions intellectuelles. Et donc, alors, en vous suivant, hein, puisque vous êtes parti d'un constat, je crois probablement pendant les dernières élections, il y a donc un déficit de sens de nation en République démocratique du Congo, si j'ai bien compris, c'est ça? Alors, c'est un problème général que l'on rencontre en droit. Oui, ça, bon, disons, là, je suis un peu pressé pour saisir hein, les concepts, disons, votre concept, votre façon de voir les choses, puisqu'on reste encore un peu au niveau très rationnel, et je voudrais qu'on descende un peu au niveau concret, puisque le problème peut être vrai, c'est comme ça qu'au départ, j'ai parlé de tribalisme et de tribus, pour faire la différence, puisque une tribu comme telle n'a pas de défaut, n'a rien à être reproché, mais le tribalisme, là, ça devient un problème sérieux. Alors, mais peut-être je dois revenir à ça. Et le temps de donner d'abord la parole hein, à ceux qui nous suivent. Il y a encore, monsieur, je crois, là, on n'a pas encore fait passer sa préoccupation. Il y a monsieur Mouin Sakala aussi, hein, qui dit « La construction de la nation congolaise dépendra plus de la volonté de vouloir vivre ensemble dans le respect et les diversités. » J'insiste sur le pluriel. Bon, voilà, qu'en dites-vous? Ah, mais c'est tout ce que je dis, mais d'où trouverons-nous cette volonté de vivre ensemble? Et je propose justement que l'on s'inspire de cette, que l'on puise dans nos tribus, dans nos façons de vivre ensemble en tribu, cette volonté de vivre ensemble générale. Donc, cette vie commune, c'est une rencontre de plusieurs vivre ensemble qui existent déjà, s'inspirer des modèles de vivre ensemble qui existent déjà pour construire un vivre ensemble commun, donc qui se fonde au niveau de l'État congolais. Alors, monsieur Bobanga, là, vous restez encore au niveau alors intellectuel, au niveau des réflexions, ça c'est bien. Même si vous dites que bon, l'intellectuel doit penser pour que le politique puisse s'appliquer. Mais concrètement, qu'est-ce que nous devons faire? Puisque là, ça reste un peu trop théorique. C'est les politiques qui doivent chercher alors à implémenter, disons, la notion vraie d'une nation. Et quelle proposition vous faites alors à nos politiques? Alors, la proposition qui est à faire, se résume dans quelque chose de simple, c'est prendre en compte, en fait, la prise en compte, favoriser la prise en compte de ce phénomène et éviter sa diabolisation. Aujourd'hui, il y a un professeur ici à Nancy, qui est plutôt maître de conférence, qui a écrit, qui a parlé des difficultés de mise en œuvre de l'État-nation, et il révèle quelque chose de très pertinent pour dire que les conflits dans nos pays sont beaucoup plus résolus de manière tribale que devant les tribunaux.
Ça, c'est quelque chose. Alors, je ne vous coupe pas, peut-être l'intervention encore de M. Jordi, hein, ça va peut-être dans ce sens-là. De manière concrète, la valorisation de la tribu, votre tribu est sans santé, par la nation peut avoir des effets bénéfiques, par exemple, à la résolution des conflits frontaliers entre les États voisins. Il parle aussi d'autres exemples, hein, toujours monsieur, disons, toujours Jordi, hein, vite puisque parfois je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Autre exemple, le sentiment de solidarité tribale peut faciliter, je crois, la création de contre-pouvoirs, là où la formation des sociétés civiles tarde à arriver dans les États africains. Alors, que ce soit votre intervention, que ce soit aussi les interventions des autres, moi, je reste toujours un peu dubitatif, et puisque là, on est encore au niveau des réflexions seulement, mais du point de vue concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça un peu ma question. Ah oui, mais c'est ça, en fait. Jordi dit les choses que j'ai dites, peut-être qu'il apporte des précisions, mais on a une constitution qui quand même doit être favorable à la construction de la nation. C'est prendre en compte dans l'édiction des règles, donner un peu plus de pouvoir à ces phénomènes, leur faire participer un peu plus davantage, vous voyez, dans la gestion des affaires publiques. Dans d'autres pays, dans certains pays, on a des tribunaux, enfin chez nous ça n'existe vraiment plus, mais on a des tribunaux coutumiers qui participent à la mission de dire le droit, et c'est reconnu de manière officielle. Et on sait par exemple, alors en France, on sait que... Comme les tribunaux traditionnels par exemple? Oui, voilà. En France, par exemple, on sait que le citoyen français est beaucoup plus attaché à la figure du maire. Chez nous, on sait que les citoyens congolais sont beaucoup plus attachés à la figure du chef coutumier, à la figure des chefs traditionnels, des nzonzi, toutes ces institutions en fait coutumières, traditionnelles, qui pourtant régissent la vie des Congolais au quotidien, doivent vraiment être valorisées, prises en compte et associées dans la vie et dans Mais le fonctionnement. parallélisme que vous faites entre les maires en France et les chefs traditionnels, ça ne tient pas beaucoup, puisque les maires en France ou ailleurs, ils sont plutôt élus, hein, ou nommés, mais tandis que les chefs traditionnels, c'est plutôt, ça passe d'une génération à l'autre, dans la lignée d'une même famille quand même. Oui, mais c'était juste pour montrer la figure, la symbolique. C'est un peu comme le père de famille qui résout les problèmes. Et voilà, justement, les autres ont compris, ont accordé plus de valeur à cette institution. Et donc, nous devons, je pense, aussi pouvoir accorder plus de valeur à nos institutions traditionnelles qui ont un apport très considérable dans la gestion de la vie quotidienne des Congolais. Alors, Monsieur Bobanga Beni, quand vous réfléchissez comme un intellectuel, une question que je vous pose maintenant, si demain ou après-demain, vous avez la responsabilité politique, comment est-ce que vous allez chercher à appliquer tout ce que vous êtes en train de dire pour qu'on puisse réellement avoir de vraies nations en Afrique et particulièrement en République démocratique du Congo? Alors ça, c'est une grande question parce que C'est un défi, hein, puisque bon, parler seulement, c'est parfois facile, oui, puisque oui. vous avez constaté quelque chose, ce qui est vrai, ce qui est évident, puisque tout le monde en parle, hein, que, par exemple, pendant les élections, tout le monde avait décrié ça, les évêques en ont parlé, les autres politiciens aussi en ont parlé. La nation a été mise à l'épreuve, comment est-ce que l'unité du pays a été, du pays ou de la nation a été mise en épreuve par un peu de relais. Ils ont des tendances tribalistes. Évidemment, c'est un fait réel. Mais maintenant, pour combattre ça, puisque bon, certains disaient au temps de Mobutu,
on se sentait dans l'unité, puisque, bon, par exemple, un fils d'une province ou d'une région ne pouvait pas être gouverneur chez lui. On amenait, disons, des gouverneurs d'autres régions, d'autres provinces, et ça facilitait, ils sont comme ça. Donc, on sent qu'il y a quelque chose. Mais pour résoudre ces problèmes aujourd'hui, consolider l'essence de la nation, si, comme je l'ai dit, si on vous mettait aujourd'hui responsable politique, quelles seraient les mesures que vous allez prendre ou les gestes que vous allez poser afin de favoriser l'union de la nation? Bah, le problème de tribalisme que vous venez de souligner, c'est juste une question de manipulation d'un phénomène. Comme vous aviez dit avant, la tribu en elle-même ne pose aucun problème. C'est lorsqu'elle est manipulée et très souvent à des fins politiciennes qu'elle devient un problème. Et donc, je pense que le Congo a en ce moment déjà plusieurs éléments qui peuvent l'aider à construire son unité. On chante dans l'hymne national, je ne sais pas si on y prête attention, unis par le sort et unis dans l'effort. Et donc, on a déjà le sort qui est la colonisation, qui peut nous fournir un élément d'unité, mais aussi l'effort que nous avons tous fourni pour sortir de cet état de colonisation. Moi, responsable politique, enfin, je ne vais pas faire de promesses politiques parce que je sais que comment dire, l'action, elle doit être commune. Je pars vraiment dans la mesure où qu'il faut construire des règles qui prennent en compte ces situations-là, parce que actuellement, on fait des règles qui ne correspondent, qui ne s'adaptent pas à notre société. C'est très facile de copier ce que font les autres, même si ça marche chez les autres, ça ne garantit pas que ça marchera chez nous, parce que le contexte ne sont pas les mêmes, les situations ne sont pas non plus les mêmes. Donc, arriver, je pense peut-être que c'est pour ça que je fais le droit, arriver à créer, à inventer des règles qui s'adaptent à nos réalités, alors, pour ça, pour y arriver, il faut les assumer, ces réalités. Donc, donner la parole à ceux et celles qui ont une certaine connaissance en la matière, notamment nos chefs traditionnels, les associer d'une part dans la réflexion sur la construction de la nation et d'autre part dans la construction de la nation elle-même. Et voilà, leur accorder une grande place dans cette entreprise. Donc, il y a beaucoup de choses à faire qu'un seul individu ne peut pas faire. Mais ce que nous reprochons aujourd'hui, c'est qu'on occulte la question, on esquive la question, on fait comme si tout était acquis. Donc, enlever de notre esprit l'idée que c'est évident. Non, ce n'est pas évident, il faut partir de la réflexion. Il ne faut pas dire que nous sommes un État hérité de la colonisation. Non, l'État se construit. La nation se construit. D'ailleurs, les Français eux-mêmes disent que la nation, c'est un plébiscite de tous les jours. Chaque jour, on renouvelle notre volonté de vivre ensemble. Alors, dans ces cas, il faut aussi créer des conditions pour que les gens se trouvent disons, dans cette nation dont vous parlez. Nous allons revenir à vous à travers aussi encore l'intervention des gens qui nous suivent, de nos téléspectateurs, mais après cette petite pause. Alors, revenons à vous, mais à travers des questions de nos téléspectateurs. Il y a notamment Monsieur David Ngemba qui dit ceci: peut-on légitimement évoquer l'existence d'une nation congolaise lorsque de nombreuses tribus ont des accords du fait de leurs différentes perspectives, entrent en conflit les unes avec les autres? Voilà une bonne question. Qu'en dites-vous? Ah, mais justement, alors, je vais dire quelque chose de peut-être étonnant. Ce qu'on appelle tribalisme, en réalité, c'est un nationalisme. Et donc, si les différentes tribus sont en conflit aujourd'hui, c'est parce que le vivre ensemble qui existe là, c'est un vivre ensemble imposé. Donc, il faut partir d'une situation de vivre ensemble imposé. Imposé par qui? Je vous entends pas, vous.
Quand vous parlez de vivre ensemble imposé, mais c'est imposé par qui? Non, mais c'est imposé du fait du traçage des frontières. On s'est retrouvé pas Est-ce forcément. qu'on va continuer est-ce qu'on va continuer à pleurnicher de ce traçage de frontières qui date déjà du 19e siècle quand même? Nous-mêmes, Ah nous allons non, pas aujourd'hui. il ne s'agit pas de pleurnicher, il s'agit de reconnaître que ça a eu un impact considérable sur justement le vivre ensemble. Parce qu'une frontière ne fait pas que unir, une frontière divise aussi. Et donc, c'est justement proposer le contraire, faire en sorte que ces frontières qui ont été en fait tracées de manière arbitraire ne soient pas un frein pour notre vivre ensemble. Quand je dis vivre ensemble imposé, Alors, vite fait, il y a Sylvana Obamé hein, qui vous félicite là. Hein. Donc, c'est merci. pour être juste avec tous ceux et toutes celles qui nous suivent. OK, allez-y. Et donc, je disais, quand je parle de vivre ensemble imposé, c'est parce qu'on s'est retrouvés, on s'est retrouvés ensemble sans forcément le vouloir. Maintenant qu'on s'est retrouvés ensemble, il faut qu'on le veuille, consentir à se vivre ensemble. Il faut qu'on arrive à consentir à ça. C'est pour ça que je parle d'une palabre intertribale ou interethnique. Arriver à faire en sorte que le fait qu'on soit ensemble ne soit plus une conséquence involontaire de notre part, mais volontaire de la colonisation, mais plutôt quelque chose que l'on veut, que l'on accepte. Et pour ça, il faudrait faire en sorte que ces tribus, ces ethnies, se mettent d'accord à travers justement leurs autorités, les autorités traditionnelles. OK, alors il y a aussi Odette Rouy-Bouzizi qui dit bravo hein, à vous. Donc, alors maintenant, nous allons passer à un autre, peut-être qu'il revient plus tôt, intervenant, téléspectateur, qui dit, c'est René Di Kengamou. Très intéressante l'idée de valoriser nos institutions coutumières, mais qu'est-ce que vous proposez en cas d'abus de pouvoir par des chefs coutumiers? Voilà une bonne question aussi, hein, puisqu'il ne faut pas dire que ce sont seulement les autorités politiques qui abusent du pouvoir. Il y a aussi les chefs coutumiers qui peuvent abuser. Une bonne question, hein, Monsieur Boubanga. Mais la réponse se trouve dans la question et même dans votre commentaire. Toute personne qui a le pouvoir, même le pape, est tenté d'en abuser. Et pour qu'on évite les abus, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, comme dit Montesquieu. Et donc, il faut mettre en place des contre-pouvoirs, un système de contrôle qui pourrait justement faire en sorte que un chef coutumier ne n'outrepasse pas les pouvoirs et les attributions qui lui sont accordées. Donc, il faudrait mettre en place un système de contre-pouvoir. Et l'État est là pour ça, justement. Il est là aussi pour surveiller, contrôler l'action de toutes ces autorités traditionnelles ou coutumières. Alors, pour vous, Monsieur Beni Bobanga, c'est l'exemple de tribu-nation qui peut remodeler la nation, par exemple, congolaise, si je vous ai bien suivi. Vous savez, je vais prendre le lingala, et ça aussi, c'est révélateur. Quand on veut parler de nation en lingala, on dit écolo. Et quand on veut parler de tribu, on utilise le même mot. Ce n'est pas anodin. On dit écolo pour dire nation, on dit écolo pour dire tribu. Et donc, il ne s'agit pas de ramener la nation à la tribu, il s'agit de s'inspirer du vivre ensemble tribal pour construire un vivre ensemble national. Alors, oui, alors on va continuer. Il y a encore des gens qui continuent à écrire toujours. Il y a, cette fois-ci, c'est toujours M. Jordi et Vitou hein, qui est prolifique aussi. Il faut aussi éviter de limiter la tribu aux questions liées à la coutume. C'est plus complexe. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, ce qu'on appelle coutume, qu'est-ce que c'est que la coutume? Tout le monde a une coutume. La Grande-Bretagne, c'est un pays qui est régi par une constitution coutumière.
nous avons, nous autres Congolais, tendance à penser que la coutume, c'est ce que nous faisons, et à l'opposé à la modernité, c'est ce que font les autres. Donc, quand on parle de coutume, on ne se limite pas seulement aux pratiques ancestrales, etc. Ou quand on parle de tribu, on ne lie pas forcément aux pratiques ancestrales. Je suis tout à fait d'accord que le phénomène, il y a toute une organisation politique, toute une construction politique dans ce qu'on appelle les nations précoloniales. Donc, c'est vraiment s'inspirer de toutes ces façons de faire pour arriver à, voilà, à construire quelque chose de durable. Vous qui êtes à Rome, vous savez que il y a notre ambassadeur, enfin un de nos ambassadeurs, Tsaku Nemvunda, qui est enterré à la cathédrale, à la basilique Sainte-Marie Majeure. Sainte-Marie Majeure, oui. Voilà, c'est des gens qui, à leur époque... Entre parenthèses, je crois que c'est quelque chose à valoriser aussi, hein, puisque voilà, on en c'est parle ça. très peu. Oui, donc il y a pas seulement des pratiques traditionnelles ancestrales, mais il y a toute une intelligence politique, diplomatique qui ont existé au sein de ces nations précoloniales et qui ne demandent qu'à être prises en compte et à être valorisées. Alors, il faudra aussi être clair, hein, le Congo dont on parle dans l'histoire, ce n'est pas le Congo actuel, disons. Voilà. Alors, il y a encore une autre intervenant qui écrit, c'est Fine Mbalibi. L'idée de s'unir et de s'accepter individuellement puis collectivement est très séduisante. Voir le Congo comme une mosaïque plutôt qu'une peinture solitaire et unicolore. Bravo. Donc voilà, il y a quelqu'un qui, je crois, qui épouse vos idées, ou bien nos idées. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce que dit Fine Mbalibi? Ah oui, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait... Il a une manière poétique d'exprimer les choses. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ok. Alors, nous avons déjà fait 1 heure. Hein. C'est un bon débat. Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs seul. Nous n'avons pas eu beaucoup d'autres membres des dialogues avec pour présenter des rubriques ou poser des questions. Et notre ami Mokarmel Maïnga a eu des difficultés techniques. Il n'est même plus connecté, mais nous avons eu quand même beaucoup d'interventions de téléspectateurs qui nous suivent. Et c'est déjà intéressant que le sujet a intéressé beaucoup de gens. Alors, pour essayer de ramasser un peu les choses que vous avez dites, là aussi, je reviens aussi à ma préoccupation de dire, voilà, vous réfléchissez comme intellectuel, évidemment. Nous sommes des intellectuels et c'est bien. On ne peut pas se passer des idées qui naissent de nos réflexions. Mais concrètement, je disais toujours, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on reproche à notre nation actuelle et quelles sont des solutions à envisager. Je crois que ça, c'est le plus important. Si vous pouvez un peu ramasser les deux, maintenant un peu, donc ce qui manque pour faire une nation aujourd'hui, et puis alors voir l'avenir pour consolider la nation congolaise. Alors, comme ça... Alors, oui, allez-y. de manière plus simple, hein, ce qu'on reproche à la nation congolaise aujourd'hui, c'est qu'elle ne se pense pas. Elle ne se considère pas comme quelque chose de pensé, mais comme quelque chose d'acquis. Donc, il faut dépasser cette façon de voir les Alors, choses. monsieur Bobanga, ce que je crains seulement qu'on reste un peu à ce niveau conceptuel ou métaphysique. Vous pouvez descendre un peu pour être... Oui, ben, j'y arrive. Nous voulons des solutions puisque les problèmes dont on parle ici sont des problèmes concrets et qui ont besoin aussi de solutions concrètes. Oui, j'y arrive justement. Donc ça, c'est un point de départ. Un point de départ, c'est que il faut réfléchir la nation. Il ne faut pas considérer ça comme un héritage, comme un acquis. Il faut la réfléchir. Comment la réfléchir? Non pas en prenant ça et là. Peut-être pour vous aider, hein, puisque bon, nous devons respecter aussi les gens qui nous suivent et qui écrivent, hein, avant que vous puissiez ramasser le tout. Il y a encore Sylvana Obame.
Chez nous, on appelle, bon, quand il parle de chez nous, hein, disons, dialogue avec international, ce n'est pas seulement pour les Congolais. Je ne sais pas exactement quand Sylvana Oba me parle de chez nous, hein, je ne sais pas exactement où. Chez nous, on appelle ça le corps de garde du tribunal coutumier, AB, AB Fang. Alors, il faut qu'on sache exactement où, hein, puisque là, je ne peux pas dire c'est où. On respecte ce qu'il dit. Donc, la garde, disons, le corps de garde, le tribunal coutumier. Donc, ça existe dans les coutumes. Ça, c'est un peu pour ajouter, hein, pour que ça vous aide dans vos réflexions. Oui, voilà. Ça, je pense avoir une idée, c'est au Gabon. Ah, au Gabon. Okay. Oui. Le Gabon qui a aussi certaines tribus ou ethnies du Gabon. On trouve la même chose au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa et même en Angola. Hein. Donc, c'est pour dire qu'il y a des similitudes. Oui, exactement. Donc, alors je disais, il faut penser en prenant ce qui existe, ce qui est fait déjà, s'inspirer du vivre ensemble que l'on retrouve dans nos tribus pour construire un vivre ensemble commun, en associant, en valorisant en fait comment dire, l'intelligence, l'expérience de ces groupes humains, de ces communautés humaines, et en s'en inspirant, par exemple, dans la création des règles. Et la règle fondamentale, c'est la Constitution. Quand on lit notre Constitution aujourd'hui, on a l'impression de lire la Constitution française, la Constitution britannique, la Constitution italienne, espagnole, tout sauf le Congo. On voit tous les autres pays. Là, vous mettez, disons, on défie les responsables politiques concrètement, puisque ce sont... Ah oui, tous ceux qui interviennent dans la création des règles, bien sûr. Parce que je pense que si la communauté doit marcher selon les règles, ces règles doivent avoir une certaine correspondance, doivent avoir une certaine coloration voilà, qui représente notre vouloir vivre selon les règles qui régissent la France alors que nous ne sommes pas français. Et donc, cette nation doit partir de nos principes, de nos idéaux, mais je sais qu'on souffre d'un complexe, mais il faut dépasser ce complexe et s'assumer tel que nous sommes. Voilà. Alors, il y a encore monsieur, disons, il y a moins Sakala. Je vais éviter de dire monsieur ou madame, puisque souvent on ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Là, je crois que c'est quand même, s'il n'a pas accordé, je suis ravi, donc c'est un homme. Je suis ravi de constater que je ne suis pas le seul à avoir ces idées. Je partage, disons, les idées de mes frères Bobenga et Jordi. Merci, Padre, pour l'inviter. Il y a aussi encore Jordi qui ajoute en disant aussi avoir un État qui a une base historique, un État qui n'est pas qu'une abstraction. Voilà un peu les interventions encore de gens qui nous suivent. Et puis encore M. Jordi toujours qui dit proposition, faire des chefs coutumiers, des préfets avec un rôle administratif. Ce n'est pas aussi facile que ça, hein, puisque je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me réserve de dire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je sais que Jordi est très, très à fond sur des questions de déconcentration. C'est quelqu'un qui pense que la déconcentration, c'est quelque chose d'important qui permettra au pays de se consolider. Et oui, pourquoi pas leur accorder un rôle administratif sans que cela ne corresponde à 100% au rôle des préfets en France. Je pense l'idée derrière tout ça. Selon vous, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Parce que alors il y a un autre, puisque là, on va aller rapidement. C'est monsieur, je crois, monsieur Clairbeau Mazebo qui dit de faire d'aujourd'hui la version actualisée de ce qu'on était dans le passé. C'est un travail de mise à jour intellectuelle. Bon, est-ce que c'est seulement intellectuel, monsieur Clairbeau, hein? C'est là où moi j'ai dit, mais ce n'est pas seulement intellectuel, c'est aussi politique. Hein? Puisque si ça se limite au niveau intellectuel, alors on ne fait absolument rien. Puisque là, ça reste au niveau académique. Mais ce sont les politiques qui doivent
implémenter toutes les idées des intellectuels, n'est-ce pas, monsieur? Oui, alors je salue mon ami Clairbeau. Oui, il ne s'agit pas de faire marche arrière, il s'agit de s'inspirer d'une manière de faire. C'est parce que nous, l'an zéro, la colonisation n'est pas l'an zéro de notre existence. Nous avons existé avant, nous avons eu des sociétés politiquement organisées avant qui se sont bien organisées, etc. Donc, s'inspirer de cette manière de faire d'hier pour construire aujourd'hui. D'ailleurs, en passant, je signale que justement avec Clairbeau et Jordi, on a lancé un appel à communication pour une étude qui cherche le repère endogène, l'Afrique et ses repères endogènes. Donc, fouiller les repères endogènes de notre belle Afrique, de notre beau Congo, pour y puiser des éléments, des outils qui nous permettront de construire aujourd'hui et demain. Donc, voilà. Alors, rapidement, puisqu'il y a aussi notre ami qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, puisqu'il a eu des difficultés. Donc, Mon Carmel Maïnga, qui écrit quand même des événements qui expriment l'émotion commune et les sentiments de vivre ensemble. En France, par exemple, le choix du 14 juillet n'est pas anodin. Donc, ça, c'est l'intervention de M. Maïnga, mais auparavant, il avait écrit ceci. Le Congo est un État multination de sa genèse. Il est l'ensemble de plusieurs royaumes et tribus, ça c'est vrai. Nous devons penser à recréer une histoire commune à travers des événements. Maintenant, la suite des événements, maintenant on comprend ce qu'il a écrit en second lieu, des événements qui expriment l'émotion commune, les sentiments de vivre ensemble. En France, par exemple, le choix du 14 juillet n'est pas anodin. Voilà, ça c'est le point de vue de monsieur Montcarmel qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Alors, rapidement encore, il y a monsieur Renédi Kingamo qui nous revient. Pourquoi ne pas avoir fait une thèse une de ces questions pour justement essayer de proposer des solutions pour construire la société de demain, avoir choisi les faits religieux? Voilà une bonne question, hein? C'est à quoi répondre. Ah oui, décidément, cette question, elle ne me lâche pas. En réalité, les choses que j'aime les faire sans contrainte. J'aime les faire sans avoir... Mais la thèse, déjà en soi aussi, hein, c'est une contrainte. Hein, ah oui, justement, justement, voilà pourquoi je n'ai pas voulu prendre le format de thèse, parce que pour moi, c'est une réflexion qui s'étale dans le temps. Et quand on fait une thèse, on a un nombre d'années limité, on a des contraintes à respecter. Et quand on fait dans un pays qui n'est pas le sien, on n'est pas totalement certain d'avoir l'accompagnement qu'il faut. Mais comme j'avais dit au début, ma thèse, elle me fournit des outils d'analyse et de réflexion sur toutes les questions liées à l'organisation de la société. Et donc, moi j'écris pour le Congo. J'ai publié des articles sur le Congo, sur ces questions-là, justement. Je n'ai pas voulu que ce soit un travail de thèse pour ne pas avoir... De toute façon, tout ce qui est intellectuel ne passe pas seulement par la thèse. Hein. On a l'écriture, voilà. On peut écrire des articles. Exactement. Ou des livres, donc là, il n'y a pas de problème. Voyons un peu, il y a encore... Moins Sakala qui dit mon grand-père fut juge des droits pendant la colonisation. Voilà, c'est son point de vue. Hein. Donc, c'est pour dire que son grand-père probablement n'avait pas fait les droits, mais il était juge des droits. Il y avait des tribunaux coutumiers, ça, je peux le dire, puisque mon grand-père fut chef coutumier. Je sais qu'il y avait des tribunaux coutumiers. Alors, maintenant, nous allons essayer de mettre un point final aujourd'hui. Ça ne sera pas la dernière fois que je vous invite. Hein. Merci. Monsieur Béni Bobanga, mon micro, c'est pour tous ceux qui ont des idées à partager. Donc, vous serez encore invité prochainement, sans abuser. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs la chance, puisqu'on a eu plus d'une heure pour échanger. Le sujet était très intéressant. Merci aussi à vous d'avoir accepté de partager ça aujourd'hui. Mais je vous donne quand même les derniers mots. Je ne veux plus intervenir. Ça sera les derniers mots un peu. Peut-être il y a des choses qui ne sont pas ressorties hein, à part
de notre dialogue que vous pouvez peut-être ajouter comme dernier mot. Alors, je commencerai par un dernier mot qui a un lien mais indirect avec la thématique d'aujourd'hui. C'est que nous sommes membres d'une... Peut-être avant que vous ne disiez, il y a quand même, pour respecter aussi les gens, Miss Lexa qui écrit bonsoir. Cet entretien suscite en moi des questions que je ne me suis pas forcément posées jusque-là, en sachant qu'au Sénégal, nous avons aussi plusieurs ethnies, comme pour la plupart des pays africains. Donc, c'est une Sénégalaise, Miss Leza, qui écrit ça. Donc, c'est pour dire qu'on vous a suivi partout. Hein, donc, les dialogues avec, c'est international. Et puis, rapidement, pour respecter les gens qui nous suivent, il y a aussi un qui a écrit Lecture 02, probablement. Il n'a pas voulu mettre les noms, mais il écrit à partir de YouTube. Et cela semble être une voie vers une meilleure identification de notre pays. Je ne sais pas s'il est de quel pays, mais pensez-vous que ce soit un travail dont la mise en pratique serait plutôt continue ou fixée dans les cadres temporels? Vous pouvez répondre ou pas, mais au moins il a donné son point de vue. Nous passons rapidement aussi encore à David Ngemba. De nombreux politiciens proposent le fédéralisme comme un modèle d'État pour édifier progressivement la nation congolaise. Êtes-vous en accord avec cette perspective? Alors, encore, c'est une grande question, hein, puisque quand on parle déjà d'une nation tribu, et encore de nations, même dans le fédéralisme, il y aura encore même des petits États fédéraux qui auront encore des tribus à l'intérieur, donc des petites nations. Ça complique encore les choses, n'est-ce pas, monsieur Boubanga? Voilà, mais ça, c'est le point de vue qu'on doit respecter de David Ikemba. Alors, il y a évidemment monsieur Renedi qui nous remercie pour l'émission. Et il y a aussi Joël Mbalibi. Le vouloir vivre ensemble est la clé de cette démarche. Et je pense que c'est la première étape à observer et le reste suivra naturellement avec beaucoup de pragmatisme. C'est un point de vue, évidemment, qu'on peut respecter, mais ce n'est pas parole d'évangile. Alors, dernier mot, à vous maintenant. Donc voilà, je disais que justement dans le cadre de cette réflexion pour une Afrique qui se pense elle-même, nous avons mis en place un cahier de recherche, ou un carnet de recherche qui s'intitule Culture, identité et droits africains. On a lancé un appel à la communication intitulé L'Afrique d'après ses repères endogènes. Alors, ce sont des questions qui peuvent être abordées, qui probablement seront abordées dans ce cadre. Lorsque vous tapez culture, identité, droits africains sur Google, vous verrez l'appel à communication et quiconque veut participer de manière concrète à cette réflexion peut nous envoyer sa contribution jusqu'à la fin du mois d'avril. Et voilà, je remercie le père de m'avoir invité à cette émission. Ça a été pour moi l'occasion de parler d'une question qui est d'une importance capitale pour pas seulement le Congo, mais plusieurs autres pays d'Afrique qui sont en fait issus de la colonisation. Le but était pour moi d'inciter à une réflexion, considérer la nation comme le fruit d'une pensée, comme une idée, comme une construction, d'abord une construction intellectuelle, bien entendu par la suite, matérialisée par une pratique politique. Cette construction intellectuelle, cette pensée doit s'inspirer des choses qui existent déjà. Et ces choses qui existent déjà, nous les puisons dans la manière d'organiser la société de nos ancêtres que l'on retrouve dans nos tribus et dans nos ethnies. Donc, plus concrètement, il faille associer ce savoir-faire dans la manière dont nous voulons faire marcher, faire fonctionner notre État aujourd'hui et notre nation. Donc la nation congolaise, ce n'est pas un ensemble d'individus qui viennent, moi je veux être congolais. Il faut prendre en compte le fait que la nation congolaise, c'est une rencontre de plusieurs petites nations, de plusieurs petites communautés qui vivent ensemble du fait de la colonisation, mais qui doivent arriver à faire l'effort de consentir à se vivre ensemble pour construire quelque chose de durable et de meilleur. Voilà.
Merci beaucoup. Je remercie M. Béni Bobanga Wawa pour cette intervention. Il a répondu à notre invitation dans le dialogue avec M. Béni Bobanga, universitaire, et donc il fait sa thèse à l'université de Lorraine, à Metz, en France. Merci beaucoup. Il est de nationalité congolaise. Et je remercie aussi, même s'il n'a pas pu continuer avec nous, M. Mokarmel Maïnga, qui est aussi en train de faire son master en droit toujours en France. Je remercie toutes celles qui nous ont suivis à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Facebook, à travers aussi Instagram, pour votre fidélité. Vous allez retrouver cette émission demain pour la rediffusion à partir de 14h. Et sinon, l'autre rendez-vous, ça sera le vendredi prochain. Rendez-vous aussi à ne pas manquer. Ça sera toujours avec plaisir. En attendant, je souhaite bonne soirée à tous ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous. Pour les autres, encore bonne journée. Et quant à moi, c'est avec le même plaisir que je vais vous retrouver prochainement. Au revoir donc et à très bientôt.